Et si l'armée invincible américaine était en fait faite pour perdre la prochaine guerre mondiale? La troisième guerre mondiale approchant, les nations accélèrent le renforcement de leurs armées. Mais les principaux atouts de l'Amérique, qui en font une puissance militaire mondiale, pourraient-ils aussi devenir sa faiblesse fatale? Dans une guerre contre la Chine et dans le Pacifique, la réponse pourrait tout décider. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons pourquoi la puissance militaire américaine pourrait ne pas survivre à la prochaine guerre. L'armée américaine se réorganise et déplace ses ressources, alors qu'elle se prépare à ce qu'elle considère comme une confrontation inévitable avec la Chine dans le Pacifique. L'essor militaire agressif de la Chine lui a permis de dépasser rapidement la Russie comme deuxième puissance militaire conventionnelle. Contrairement à la Russie, la Chine a une économie solide. Mais même si l'armée chinoise continue d'être à la traîne par rapport à l'armée américaine, la Chine possède un avantage clé. Elle est réellement capable de construire des choses. Durant la seconde moitié de la guerre froide, les chefs d'entreprise américains ont décidé qu'il était plus rentable de vendre l'avenir du pays pour des gains à court terme. L'industrie américaine, autrefois dominante, a été délocalisée, profitant aux élites et réduisant les prix grâce à une main-d'œuvre étrangère moins chère. Mais ces économies ont coûté des millions d'emplois stables et bien payés qui assuraient la prospérité américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. L'armée américaine a peu réagi à l'effondrement de l'industrie nationale, malgré les alertes il y a 20 ans, jusqu'à ce que la guerre en Ukraine serve d'électrochoc. La consommation quotidienne de munitions était tout simplement stupéfiante, les deux nations épuisant en quelques semaines l'équivalent d'une année de production. La Russie garde ses données de défense strictement secrètes, mais on estime que le pays produit environ 1/4 million d'obus d'artillerie chaque mois, alors qu'elle en tire jusqu'à 2 millions sur la même période. Sans l'aide de la Corée du Nord et peut-être de la Chine, la guerre de la Russie aurait été encore pire pour eux. Concernant les missiles, la Russie en fabrique environ 120 longues portées par mois. Son rythme de tir est incertain, mais les pauses et frappes fréquentes indiquent une pénurie chronique de munitions. Même après 3 ans de guerre, Moscou n'arrive toujours pas à générer la puissance de feu nécessaire pour atteindre ses objectifs stratégiques. Ces statistiques ont inquiété les planificateurs militaires américains, car la production américaine paraît dérisoire en comparaison. Avant la guerre, les États-Unis ne produisaient qu'environ 14 400 obus d'artillerie par mois. La production a mis 2 ans à atteindre 40 000 obus avec un objectif de 100 000 par mois d'ici 2026. Si les États-Unis avaient été engagés dans une grande guerre terrestre en 2022, les artilleurs auraient épuisé leurs obus si vite qu'après 4 mois, ils auraient lancé des lettres sévères à la place des obus de 155 mm. Il n'y a pas de chiffre exact sur la production annuelle de missiles d'attaque longue portés aux États-Unis, mais les intercepteurs Patriot sont estimés à environ 600 par an, bien moins que la production russe, contre laquelle ils sont censés défendre. La situation empire quand on considère tout le tableau. Le premier jour des attaques contre les Houthis en mer Rouge, la marine américaine a lancé 80 missiles Tomahawk. L'an dernier, la marine n'en avait acheté que 55. En 2017, 59 Tomahawk ont été utilisés en Syrie, puis 66 l'année suivante. Malgré cela, la marine a acheté 100 Tomahawk en 2018, puis 0 en 2019. Cela a forcé la marine à puiser dans ses réserves, ce qui est acceptable en temps de paix. En temps de guerre, ces réserves s'épuiseraient rapidement. En 2023, le stock américain comptait environ 12 000 SM, 2400 SM4,8 km, 500, 500 et 9000 Tomahawk. Avec 10 000 missiles déjà chargés dans les cellules de lancement verticales de la marine, un seul rechargement complet lors d'une guerre de haute intensité avec la Chine épuiserait pratiquement l'ensemble des réserves américaines. La situation s'aggrave quand on réalise que contrer les missiles chinois modernes exige 2 intercepteurs par missile. S'attaquer à une cible chinoise protégée exigerait de nombreux missiles et des attaques massives pour saturer les défenses aériennes. D'après les simulations du Centre d'études stratégiques et internationales, l'Amérique pourrait épuiser la plupart de ses missiles longue portée dès la première semaine d'une guerre avec la Chine. Lors de près de 2 douzaines de simulations, les États-Unis ont tiré environ 5000 missiles en 3 semaines, 4000 armes air-sol contre des navires et cibles terrestres chinois, 400 harpons contre la navigation, et 400 Tomahawks sur des cibles côtières et navires de guerre. Les États-Unis peuvent-ils régler ce problème? Probablement pas. Donc après une guerre avec la Chine, l'arme à longue portée la plus puissante des États-Unis serait sans doute un lance-pierre. Tout d'abord, il y a le manque d'incitation financière.
Les entreprises de défense américaines choisissent l'argent avant le patriotisme, expliquant la situation actuelle des États-Unis. Les fabricants de défense nécessitent des commandes de munitions stables pour rester rentables. L'extension et l'entretien des installations de production sont très coûteux, mais un entrepreneur public sait qu'il aura un retour sur investissement. Certains ont donc proposé de nationaliser des secteurs de la production de défense. Le gouvernement américain pourrait financer une grande expansion de la production et payer pour maintenir ces installations en réserve jusqu'à leur utilisation. Cela était possible. L'industrie de la défense l'a même recommandé après la guerre froide. Le problème concerne aussi bien l'absence d'installations de production que les chaînes d'approvisionnement américaines. La construction navale américaine est le meilleur exemple des contraintes de la chaîne d'approvisionnement, avec des taux de production de nouveaux navires de la marine qui accusent un retard de 1 à 3 ans selon la classe. C'est aussi pourquoi il est probable que l'armée américaine ne survivra pas à la prochaine grande guerre. Les pertes navales et aériennes américaines seraient lourdes en cas de guerre avec la Chine, d'autant que les États-Unis ne peuvent déjà pas remplacer leurs navires et avions devenus obsolètes. Les sous-marins de la classe Virginie devaient être produits à 2 par an, d'ici 2028, mais la marine n'en fabrique qu'environ 1,15 par an. Les destroyers Harleyburg prennent leur retraite, mais la classe Constellation, leur remplaçant, accuse déjà plus de 3 ans de retard. Le premier navire ne sera probablement pas opérationnel avant la fin de la décennie, et les nouveaux porte-avions Ford ont déjà 2 ans de retard. Au rythme actuel de construction navale, il faudrait un demi-siècle rien que pour remplacer 50% des pertes subies lors d'une guerre prolongée avec la Chine. Sans sa marine, l'Amérique ne peut plus projeter sa puissance. Sans ses navires, les États-Unis cessent d'être une superpuissance. Les problèmes du transport maritime sont similaires à ceux de la production de missiles et d'autres secteurs. Ces problèmes de chaîne d'approvisionnement sont courants dans l'industrie américaine de l'armement, notamment le manque d'espace. Les chantiers navals américains sont inefficaces et dépassés, conçus pour construire des navires de la période du milieu de la guerre froide, et il est difficile d'y installer de nouvelles technologies. Ils sont aussi bien trop petits. Le plus grand chantier naval militaire chinois pourrait accueillir tous les chantiers navals américains, et il resterait de la place. Elle compte 13 grands chantiers navals pour navires militaires, et 300 capables de produire navires civils ou militaires en urgence. La plupart des chantiers navals américains ne peuvent pas gérer à la fois la production civile et militaire. Des investissements ont modernisé et agrandi les chantiers navals, mais ils révèlent un problème plus profond, le manque de main-d'œuvre qualifiée. Les salaires des ouvriers des chantiers navals ont stagné et n'ont pas été compétitifs par rapport au travail demandé depuis la fin de la guerre froide. L'externalisation de la construction navale vers des options moins chères en Asie a également fait chuter le vivier de main-d'œuvre américain, rendant les ouvriers qualifiés pour la construction navale militaire rare. Sous Biden, une vaste campagne de recrutement a été lancée, mais les résultats restent mitigés. Peu importe que les chantiers navals soient modernisés, agrandis, ou que de nouvelles recrues de y recruter. Parce que lors de la prochaine guerre, les États-Unis iront au combat, avec la marine qu'ils ont aujourd'hui. Tout nouveau navire construit nécessitera en moyenne environ 3 ans pour être achevé, et réellement entrer en service, et cela même à un rythme fortement accéléré. La guerre menaçant, ils ne remplaceront pas les pertes, accentuant la pression sur la flotte active. Cela causera davantage de pertes à cause de la fatigue du personnel et du matériel. Et il n'y a pas que les navires qui prennent du temps à être acquis, car les missiles modernes mettent aussi des années à passer des composants de base à une arme achevée. Le missile anti-navire à longue portée, ou Long Range Anti-Ship Missile, est peut-être le plus performant grâce à sa furtivité et sa technologie, mais son assemblage complet prend 2 ans. C'est un temps incroyablement long pour une arme qui n'aura qu'une durée de vie opérationnelle d'environ 1 heure pendant qu'elle se dirige vers sa cible, et on s'attend à ce qu'elle subisse un taux d'attrition de 50% face aux défenses aériennes ennemies. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que, lors de conflits de haute intensité, les États-Unis ne peuvent tout simplement pas attendre 2 ans pour obtenir des remplaçants. Le principal problème d'approvisionnement pour les navires, missiles et avions réside dans les goulets d'étranglement causés par des fournisseurs uniques. Le missile Javelin dépend uniquement d'Aerojet Rocketdyne pour son moteur fusée. Le Long Range Anti-Ship Missile et le Joint Air-to-Surface Standoff Missile, ainsi que sa version longue portée, utilisent tous des turboréacteurs fournis par Williams International. Paxi EMC produit la majorité des explosifs puissants pour les missiles américains, qu'ils soient anti-navires ou anti-aériens, et une entreprise fournit toutes les enveloppes en titane de nombreux systèmes d'armes et moteurs fusées. Ensuite, il y a l'espace de production proprement dit. L'usine de munitions de l'armée de Holston est l'une des rares aux États-Unis à fabriquer les explosifs spécialisés pour les armes américaines.
L'usine Lockheed Martin de Pike County à Troy, Alabama, est l'un des rares sites américains pour tester et assembler des missiles, dont le Javelin, le Terminal High Altitude Area Defense et divers missiles air-sol. Tout sabotage ou attaque de ces sites par missiles, longue portée, entraînerait l'arrêt de la production de missiles aux États-Unis. L'Amérique s'est créé un point de défaillance unique et manque de résilience. Beaucoup de fournisseurs ont délocalisé vers des pays hostiles aux intérêts américains, menaçant l'approvisionnement en temps de guerre. La mondialisation implique que peu d'armes sont fabriquées dans un seul site. Le F-35 sera l'appareil clé en cas de conflit avec la Chine, mais les États-Unis dépendent de plus d'une douzaine de pays pour ses composants. Même si ces pays sont aujourd'hui amicaux envers les États-Unis, cela crée des vulnérabilités exploitables par des acteurs hostiles, via actions cinétiques ou pression diplomatique. Si les États-Unis poursuivent l'isolationnisme, ces pays pourraient arrêter de soutenir l'industrie de défense américaine au moment où elle en aurait le plus besoin. De plus, la Chine détient presque un monopole sur les terres rares, essentielles au système d'armes modernes. Les États-Unis produisaient autrefois beaucoup de terres rares, mais ces activités ont été délocalisées à l'étranger. Investir aujourd'hui dans l'extraction et le raffinage est un processus long et coûteux. Les jeunes entreprises américaines ne peuvent-ils concurrencer financièrement la Chine? L'armée américaine reste donc leur seul client fiable. Ce blocage freine l'expansion des mines américaines, offrant un avantage majeur à la Chine, qui poursuit la production et le raffinage des terres rares, même en cas de conflit intense. La Chine est également le leader mondial incontesté dans les produits de fonderie de métaux, c'est-à-dire la transformation des métaux extraits en pièces moulées, pouvant être utilisées pour la construction. La Chine possède plus de la moitié des fonderies mondiales, alors que les États-Unis n'en détiennent que 9,75% bien qu'ils aient été leaders auparavant. Avec l'escalade de la guerre, la Chine produira toujours chars et navires, tandis que la production américaine sera freinée par le manque de produits de fonderie. Mais ce n'est pas le seul problème pour l'Amérique. 7 autres matériaux sont jugés vulnérables par le département de la Défense. Cela inclut le titane, l'aluminium, d'autres métaux, les semi-conducteurs, la propulsion des missiles, les matériaux à haute température et la microélectronique. Même si les États-Unis augmentaient la production, ils devraient surmonter ces défis d'offres et affronter une réalité plus dure. Quand la production augmenterait, la guerre pourrait déjà être finie. Il faut 18 à 24 mois pour construire de nouvelles installations, puis encore 2 ans pour produire des missiles américains, dont les États-Unis ne pourraient réapprovisionner sérieusement qu'après 4 ans. À ce moment, navires et avions américains seraient surtout des cibles. L'Amérique fait un si mauvais travail pour s'armer que le général de division de l'États-Unis Air Force, Cameron Holt, a souligné en 2022 que la Chine acquérait des armes 5 à 6 fois plus vite que les États-Unis. Certes, la Chine est encore techniquement en phase de rattrapage, donc cela est attendu. Mais ce qui est vraiment préoccupant, c'est que la Chine est fortement incitée à utiliser cette puissante capacité industrielle pour passer directement du rattrapage à la guerre ouverte. Autre problème pour les États-Unis, leurs dépenses excessives pour de nouvelles capacités. La Chine dépense moins que les États-Unis pour son armée, mais en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat, elle les égale ou les dépasse selon certaines estimations. En Chine, salaires et coûts étant plus bas, chaque 20 $ investis équivalent à $1 dépensé aux États-Unis. Selon le général Holt, sans réduction des coûts et accélération des acquisitions, les États-Unis perdront une guerre contre la Chine. Ces coûts explosent surtout dans le programme F-47 de 6e génération. Bien qu'ils promettent de livrer l'avion de chasse le plus meurtrier de la planète, il y a de plus en plus de rumeurs selon lesquelles chaque F-47 coûtera bien plus de 100 millions de dollars. Les coûts pourraient atteindre 300 millions par avion, un prix si élevé qu'il a déjà mis fin au programme de chasseurs de 6e génération de la marine. Sans chasseurs de 6e génération, nombreux sont ceux qui doutent de l'utilité des porte-avions massifs, coûteux et vulnérables de la marine. Les faits, tels qu'ils se présentent actuellement, sont clairs. Les États-Unis ont sans doute la meilleure armée, et les armes les plus avancées, mais pas en quantité suffisante. Dans une guerre d'usure, l'Amérique pourrait être submergée par un rival disposant d'armes inférieures. Car, alors qu'ils remplacent vite leurs pertes, les États-Unis peinent à produire certains systèmes individuellement. Mais tout n'est pas perdu. Il reste de l'espoir que l'armée américaine survive intacte et forte. Tout d'abord, il y a la performance de l'armée américaine face à l'armée chinoise. Malgré ses problèmes d'approvisionnement et de production, elle reste la force la plus expérimentée et compétente du monde. La Chine, quant à elle, reste inexpérimentée,
ayant seulement récemment unifié ses branches militaires en une structure de force conjointe qui n'a encore aucune expérience de combat à son actif. Les troupes chinoises ont seulement récemment pu participer aux opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. Lors d'un incident très médiatisé, ils ont abandonné les civils africains, qu'ils devaient protéger, et se sont repliés vers une base de l'Organisation des Nations Unies, où des soldats chinois ont repoussé l'assaut des insurgés. L'incident a révélé le manque d'assurance, de confiance et d'initiative des officiers subalternes, qualité exemplaire chez les troupes américaines. Les officiers subalternes et sous-officiers chinois manquent de formation et de culture pour agir de leur propre initiative. Les troupes chinoises deviennent vulnérables au chaos et à la désorganisation lors d'attaques intenses, ou si les communications sont rompues. Les États-Unis tirent également des leçons essentielles de l'Ukraine. La principale d'entre elles est la nécessité d'accroître la production d'armes sur le territoire national. La majeure partie de l'aide que les États-Unis ont fournie à l'Ukraine a en réalité été investie dans l'industrie américaine, finançant de nouvelles usines ou achetant des remplaçants modernes pour l'équipement envoyé à l'étranger. Cet argent a permis d'ouvrir plusieurs usines, faisant passer la production mensuelle de 15 000 à près de 100 000 obus d'ici 2026. Parallèlement, des versions plus récentes et plus performantes des armes envoyées au Tchouandéroye à l'Ukraine reconstituent progressivement les stocks américains. Ici, les États-Unis ont un avantage que la Chine n'a pas. À mesure que les États-Unis acquièrent des armes plus modernes, ils bénéficient également de la collecte de données de champs de bataille, issues de l'utilisation de ces armes contre des menaces contemporaines. Les données des intercepteurs Patriot contre les missiles balistiques russes ont déjà été intégrées aux batteries américaines, renforçant leur efficacité contre les menaces futures. L'utilisation de drones, Switchblade, par les forces ukrainiennes, a conduit à des ajustements dans la conception, et même dans les méthodes d'emploi par les troupes américaines. En échange de l'aide étrangère, l'Ukraine a ouvert une école au siège de l'OTAN, où ses chefs militaires partagent leur expérience face aux Russes. Ces leçons ont déjà mené à une refonte totale de la doctrine militaire américaine. La guerre en Ukraine a aussi favorisé la croissance de l'industrie de défense américaine. Lockheed Martin augmente la production de missiles, et Aerojet Rocketdyne celle de moteurs de fusée. Dans le même temps, le Congrès s'est concentré sur les dangers liés à l'approvisionnement unique de composants essentiels, exerçant une pression sur les sous-traitants pour renforcer leur chaîne d'approvisionnement. Lockheed Martin et Boeing ont ajouté des fournisseurs, et Boeing a investi ses fonds pour accroître la production d'avions et de capteurs de missiles. Et pourtant, l'impasse partisane en Amérique menace de faire dérailler ces réformes industrielles. Le projet de loi d'aide à l'Ukraine, retardé plus de 6 mois, a directement touché l'industrie manufacturière américaine. Parmi ces dispositions figurait un financement visant à augmenter la production des intercepteurs de missiles Patriot de 100 unités par an. Ce retard a annulé 6 mois de progrès sur ce qui pourrait devenir le missile de défense aérienne clé lors d'une future guerre avec la Chine. La prochaine grande guerre sera différente de la Seconde Guerre mondiale, où les armes étaient entrées bon marché, alors que les F-35 coûtent entre 110 et 136 millions chacun. Même sans considérer les coûts annexes, un taux d'attrition modeste serait désastreux pour les États-Unis. Avec une industrie de défense faible, l'Amérique mettrait des décennies à se remettre d'une guerre intense, devenant un petit poisson dans un étang très dangereux. Et si la puissance militaire de l'Amérique ne survit pas à la prochaine guerre, la grande question est, qui s'y prépare ? Découvrez-le dans le plan chinois de la Troisième Guerre mondiale ou cliquez sur cette vidéo.